Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna. Et avant de commencer cet épisode, on voulait vous rappeler que le 26 juin, le dimanche 26 juin, aura lieu la dernière séance de la saison de notre célèbre All That Jazz Cinéma Club. Ce sera comme à chaque fois au cinéma L'Archipel à Paris, ce sera à 17h, et on vous présentera le film In the Heights, réalisé par John M. Chu, adapté de la célèbre comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. C'est un film qui est sorti l'année dernière, sur lequel on avait déjà fait un épisode que vous pouvez réécouter, mais que finalement pas grand monde n'avait vu, donc on pense que ça serait une super occasion de vous montrer ce film qui en plus est parfaitement adapté à la période caniculaire que nous vivons en ce moment. C'est un film d'été, donc on vous attend nombreux et nombreuses. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va évoquer une œuvre tout à fait différente parce qu'on va à nouveau vous parler de West Side Story. Pourquoi à nouveau? Parce que déjà, on a déjà fait un double épisode table ronde sur West Side Story en 2019. Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va supposer que vous connaissez très bien West Side Story. Alors, si vous connaissez pas bien, allez écouter cette table ronde très riche avec Mathieu Truffinet et Patricia Dolandby pour tout savoir sur West Side Story. Et on avait aussi, plus récemment, évoqué l'adaptation de Spielberg dans notre bilan 2021. Et pourtant, encore en 2022, 2 nouvelles adaptations sur scène en France nous ont donné l'envie de reparler à nouveau de ce grand classique. Et du coup, à travers ces nouvelles versions qu'on a vues, on s'est demandé un peu comment monter West Side Story sur scène aujourd'hui. Quelles sont les propositions plus grand public, les propositions plus edgy, qui va aller vers le classique ou plutôt vers le moderne, qu'est-ce qui fait que cette œuvre reste intéressante à produire aujourd'hui et comment mettre avant sa modernité. Justement, on parlait dans notre table ronde de 2019 du fait que les différents revivals jusque-là restaient au final assez proches de l'original et on a l'impression que ça change depuis quelques années et donc on va évoquer ce qu'on a vu ces derniers temps. Alors la première production dont on va parler, c'est une production qui s'est montée fin mars 2022 au Zénith d'Orléans, une production qu'Anna a eu la chance de voir. Alors la particularité de cette production, c'est d'être une production de la Fabrique Opéra Val-de-Loire. Donc c'est un concept bien spécifique. Il s'agit d'une collaboration entre des artistes professionnels et des lycées professionnels et des écoles qui vont travailler sur les différents aspects, de la production comme les décors, les costumes, le maquillage en fonction de leurs spécialités respectives. Et donc on a une véritable collaboration entre futurs professionnels et professionnels accomplis de la comédie musicale. La particularité aussi, c'est que ça s'est joué dans un zénith, donc un lieu bien particulier, une très, très grande salle, une salle dont la configuration change beaucoup de celle d'un théâtre habituel. Donc voilà, ça aussi ça change beaucoup la façon dont est montée et reçue la production. Oui, l'avantage c'est que dans un zénith on voit bien de partout. Les décors étaient assez intéressants, donc évidemment du coup de par cette particularité du Zénith assez différent des autres productions de West Side Story que j'ai vues, il prenait vraiment beaucoup de place. Il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'avait pas installé de scène surélevée, ce qui est la plupart du temps présent lorsque par exemple des artistes viennent donner des concerts au Zénith. Là les acteurs étaient au sol et apparemment c'est un choix qui a été fait notamment pour la danse. Le chorégraphe a décidé et le metteur en scène ont décidé qu'il était mieux que les danseurs soient ancrés au sol. La mise en scène est assurée par Gaël Lépingle, qui est un metteur en scène de théâtre, mais qui est aussi cinéaste, qui a sorti un film récemment en salle qui s'appelle L'été nucléaire, qui n'a absolument rien à voir avec la comédie musicale, mais voilà. Au niveau des décors également, il y avait une proposition intéressante de décors en toile, en fait, des très grandes toiles imprimées avec des photos, donc tout ça a été travaillé, là encore, comme tu disais, par les fameux lycéens professionnels. Et on avait aussi la particularité que l'orchestre était parfaitement visible, il n'était pas caché dessous, comme c'est évidemment le cas la plupart du temps dans les opéras par exemple. Il était sur la droite, on le voyait très bien, et ça faisait partie aussi des plaisirs de cette production, j'ai trouvé. Petite particularité qui semble être commune aux productions faites par la Fabrique Opéra dans ses différentes occurrences, c'est que les dialogues étaient en français et les chansons en anglais. En anglais non surtitré, ce que je trouve toujours un peu dommage, surtout pour certains numéros de West Side Story, certes c'est très connu, etc.
mais certaines chansons comme America ou G Officer Club Key ont des paroles assez intéressantes, et pour des personnes qui seraient pas forcément complètement anglophones, c'était un peu dommage de rater cet aspect-là. Oui, on parle des différentes, productions de la Fabrique, Opéra parce qu'en fait, avec Anna, on a aussi eu l'occasion de voir, récemment une production de cabaret par la Fabrique Opéra d'Alsace cette fois, mais on vous en parlera dans un prochain épisode. Pour revenir à West Side Story, est-ce que Anna, tu peux nous dire, qui faisait partie de cette distribution? Puisque, on l'a dit, les rôles principaux sont tenus par des, interprètes professionnels et en fait, là, il y avait plusieurs personnes qu'on connaît bien dans le monde de la comédie musicale. Oui, oui, tout à fait. Alors, dans le rôle de Maria, d'abord, il y avait Marie Aubert, donc on a déjà parlé plusieurs fois de Marie Aubert dans ce podcast. On l'aime beaucoup, elle est super. On l'a vue notamment dans Les Parapluies de Cherbourg au Châtelet, dans Peau d'âne au Marigny, on en avait parlé longuement. Je l'avais vue, moi, personnellement, dans Un violon sur le toit à l'Opéra de Strasbourg. Donc c'est, voilà, une super artiste accomplie qui vient d'entrer à la Comédie Française en plus, donc voilà, très prestigieux. Là, il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange. Évidemment, Marie Aubert, si vous la connaissez, c'est une blonde. Tout ce qu'il y a de plus blonde. Et quand on joue Maria, on peut pas être une blonde, tout ce qu'il y a de plus blonde. Donc, elle porte une perruque brune. Et elle prend un accent un peu hispanisant. Alors, c'était au moment des chansons, hein, pas dans les parties dialoguées en français, ça aurait fait trop bizarre. J'avoue avoir, été, très, très chamboulée en voyant ces photos de Marie Aubert en brune. Bon, voilà, on avait des interrogations, hein, quant à ce choix, même si encore une fois, Marie est absolument, fantastique. Bon, bah, c'est toujours cette idée qu'on a beaucoup, regretté, le choix de Natalie Wood dans le film de 61. Bon, bah, là, ça reconduit, hein, le fait de caster une blanche plus blanc que blanc dans le rôle de Maria. Oui, oui, bah, je suis d'accord, je pense que c'est un choix qui est un peu limite. En France, on n'est pas encore très avancé, je trouve, sur ces questions. Alors, je sais qu'il n'y a pas vraiment de communauté latino en France, donc ça aurait été difficile de dire fallait caster une latino, parce que c'est pas vraiment le cas, mais quand même, je pense qu'on aurait pu se poser la question. Bon, la Fabrique Opéra avait déjà travaillé avec Marie Aubert sur leur production de My Fair Lady, donc ils étaient ravis, ils me l'ont dit, hein, les personnes, parce que j'ai rencontré des gens un peu backstage, c'était vachement bien. Ils étaient ravis qu'elle auditionne, et voilà, ils étaient ravis de la choisir, ce que je comprends très bien, mais quand même ça pose un peu question, surtout que, au final, les autres personnages portoricains, eux, étaient joués par des personnes non blanches, ce qui renforçait un peu le côté bizarre de la présence de Marie Aubert. Dans le rôle d'Anita, on avait Emmanuelle Nzuzi, une super interprète qu'on avait vue notamment en Rizzo dans Grease au Théâtre Mogador. Dans le rôle de Tony, un autre comédien assez connu qui est Julien Salvia, qui avait un chant peut-être un peu trop pop à mon goût. C'est toujours un équilibre difficile à trouver dans West Side Story entre le chant Broadway contemporain et le chant opéra. Là, il y avait quelque chose d'un peu pop qui, au départ, m'a un peu posé question, mais il était très très bien. En tout cas, au jeu, c'était très bien. Les danseurs étaient bien, il m'a manqué peut-être un peu la maîtrise parfaite, un peu comme pour le chant. Voilà, peut-être que c'est moi qui suis trop puriste, hein, mais ça m'a un peu de temps en temps heurté. J'ai trouvé que, notamment après le prologue, donc qui est une scène de danse hyper longue, hyper physique, etc., tous les Jets reprennent le dialogue à ce moment-là, et on entendait vachement dans le micro qu'ils étaient super essoufflés. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu gâché la magie du théâtre, quoi. Et il y a certains moments marquants du spectacle que tu peux nous raconter pour qu'on ait un peu une idée de à quoi ça ressemblait, notamment en termes de mise en scène, par exemple? Ouais, il y avait quelques propositions intéressantes. J'ai trouvé Maria assez sympa avec Tony qui, chantant son amour, son exaltation d'avoir rencontré la femme ultime, qui est en fait montée dans les gradins. Et donc il passait entre les spectateurs, quoi. C'était assez intéressant. America était pas mal, mais j'ai trouvé que il y avait un truc un peu équilibre étrange entre le fait de reprendre le concept original. Donc on le rappelle, America, à l'origine, c'est un numéro qui est chanté et dansé uniquement par les filles portoricaines. Donc ça reprenait ce concept, mais quand même, les garçons étaient là avec elle et dansaient avec elle. Donc il y avait un truc un peu étrange peut-être d'avoir pas voulu choisir entre ces deux versions, la version de la pièce originale et la version évidemment qui est choisie par le film de 61, le film de 2021 et aussi d'autres versions. Mais voilà, c'était quand même chouette parce que au niveau de la danse, il y avait des trucs vraiment très intéressants. Assez notable, alors que c'est un numéro qu'on oublie un peu franchement souvent, c'était la chanson One Hand, One Heart. Donc vous savez, c'est la chanson du mariage symbolique de Maria et Tony. C'était assez étonnant. Alors ça se déroulait sur un marché en extérieur, donc on était un peu à l'inverse de l'intimité du magasin vide dans la version originale.
Et en fait, il y a des enfants à proximité qui jouent un peu le rôle que jouent les mannequins de la boutique dans le film. Quand ils font semblant de se présenter de leur famille, là, ils bougent les mannequins, là, ils bougeaient les enfants, c'était marrant. C'est un peu bizarre, mais en fait, à la fin de la chanson, les enfants viennent autour d'eux, et ça figure la famille qu'ils auraient pu fonder si les événements tragiques de la suite n'étaient pas arrivés, et j'ai trouvé ça très fort. Et en plus, ensuite, après le numéro, il y a Tony qui va jouer avec un des enfants, il va faire semblant de faire un combat à l'épée et de mourir. Et donc il y a une espèce d'annonce, évidemment, de la fin, parce que, a priori, tout le monde qui va voir sait que Tony va mourir, donc cette espèce de prétérition était assez forte. Bref, c'était une mise en scène très originale de ce numéro, qui est une très belle chanson, mais souvent difficile à valoriser parce que c'est un peu statique, et là, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est très intéressant ce que tu as évoqué avec, ces enfants. De manière générale, comment est-ce que dans la mise en scène, ils arrivent à intégrer, ce fameux chœur, en fait, de choristes non professionnels qui fait le on va dire la marque de fabrique de la Fabrique Opéra, et qui ne figure pas dans les, productions habituelles de West Side Story? Oui, effectivement, il y avait un énorme chœur, donc voilà, c'est tous ces chanteurs et comédiens non professionnels, et j'ai trouvé que l'utilisation qui a été faite était assez intéressante. Bon, ils apparaissaient souvent en fond pour chanter quelques chœurs, etc., mais l'utilisation la plus forte, c'était pendant la partie du fameux ballet Somewhere, où, du coup, là, dans cette mise en scène-là, Maria et Tony étaient empêchés de se retrouver par les corps des gens, donc des membres de l'ensemble, qui formaient des murs entre eux. Donc il y avait un truc assez métaphorique très fort, et ça fait partie des choses assez intelligentes dans l'utilisation justement de cet immense chœur. Et tu as aussi été, particulièrement marquée par la fin de West Side Story? Oui, de toute façon, la fin de West Side Story est quand même Et toujours assez... marquante. Voilà, elle est toujours marquante, elle est bouleversante. Donc là, ce que j'entends par la fin, c'est, on va dire que ça démarre à la scène horrible du viol d'Anita, qui là, en l'occurrence, avait lieu derrière le comptoir dans la boutique de Doc, mais on sentait quand même toute l'horreur de cette situation, quoi. De là jusqu'à, évidemment, la fin, la mort de Tony, que j'ai trouvé vraiment très puissante. Et en plus, il y a eu un moment, alors je sais pas, peut-être que c'était pas pour ça, mais il y a un enfant qui s'est mis à pleurer à ce moment-là. Mais ça Oh! m'a mis dans un état d'émotion totale, enfin je sais pas, c'était bouleversant, quoi. Et alors, autre chose à noter, c'est ce que c'est assez rare, je trouvais que le moment des saluts était magnifique. J'ai jamais vu d'aussi beaux saluts. Puisqu'en fait, on avait Marie au père qui parcourait la scène, d'un endroit à l'autre de la scène, et elle allait saluer chacun de ses partenaires de jeu, donc qui étaient à la fois eux-mêmes en tant que comédiens, mais qui étaient à la fois aussi dans leur personnage. Et pour chacun, les saluer, quoi, les remercier d'avoir partagé ce moment avec elle, j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc, dans l'ensemble, une version très intéressante, assez classique, mais avec quand même des propositions de mise en scène qui sortent du lot, et j'ai trouvé que c'était assez adapté pour un spectacle destiné au grand public. Alors merci Anna pour tout ce que tu nous as dit, sur cette, première production donc de l'année, on va dire. Et la 2e qu'on a eu l'occasion cette fois de voir ensemble, c'est, la production de West Side Story qui a été montée à l'Opéra national du Rhin. En fait, il s'agit d'un spectacle qui avait été créé en 2013 pour le Commis-Shopper de Berlin, par le metteur en scène australien Barikowski et le chorégraphe allemand Otto Pichler. Donc Barikowski et Otto Pichler, c'est le même duo que la version d'Un violon sur le toit, Fiddler on the Roof, que j'avais vu et adoré fin 2019, toujours à l'Opéra de Strasbourg. Alors c'est un spectacle qui en fait, depuis sa première représentation en 2013 est absolument devenu culte en Allemagne par, on va dire son côté novateur, on va y revenir, et qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'il se joue à l'étranger. Donc en fait, avec, l'Opéra national du Rhin, on est un peu dans le même cas de figure de ce qu'on avait observé à Metz pour Frankenstein Junior, à savoir que c'est une production qui va donc réunir des chanteurs spécialisés dans la comédie musicale et des danseuses du ballet de l'Opéra national du Rhin. L'orchestre, c'est l'Orchestre symphonique de Mulhouse, qui est ici dirigé par le chef américain David Charles Abel. Alors pour information, nous on a vu le spectacle fin mai à Strasbourg, mais il reste, si par magie vous êtes dans le coin, 3 dates fin juin à Mulhouse. Alors commençons par parler de la mise en scène, qu'on pourrait qualifier peut-être de brute. Oui, une mise en scène, très moderne, très dépouillée. En fait, on voit souvent le plateau nu, donc on voit, les extincteurs, la porte qui mène aux coulisses. C'est assez particulier, du coup, on les voit aussi sortir et du coup aller en coulisses, donc il y a vraiment ce truc qui reste évidemment dans leur personnage jusqu'au bout du bout.
Barikowski voulait, cet espace vraiment, inidentifiable, atemporel, pour montrer que ce qui se passe dans West Side Story, ça, pouvait se passer dans n'importe quelle grande ville. C'est vrai que là, on s'éloigne de l'imagerie traditionnelle de New York, de, Manhattan, du Upper West Side. Ici, ça pourrait être, un peu n'importe où. Ce caractère dépouillé de la mise en scène, ça vient aussi accentuer, la dureté, hein, on va dire, de l'histoire de West Side Story et c'est un peu comme lorsque j'avais vu l'adaptation de Spielberg, je m'étais dit, c'est des nouvelles adaptations qui nous feront prendre compte combien, West Side Story, c'est une œuvre, très, très dure, hein, très difficile, très sombre, ce que j'avais un petit peu oublié avec le film de 61, mais encore une fois, c'est sans doute aussi parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas revu le film en entier. En termes de chorégraphie, donc on a, de nouvelles chorégraphies. On l'avait dit à l'occasion de notre épisode sur West Side Story, c'est en réalité très, très rare, hein, que de nouvelles chorégraphies soient créées pour la pièce. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait sacré dans les chorégraphies créées par Robbins en 57. Ça a été fait à Broadway, récemment, on va y revenir. Dans l'adaptation de Spielberg, c'est aussi des nouvelles chorégraphies, mais globalement, c'est assez rare qu'on touche à la chorégraphie de West Side Story. Oui, d'ailleurs, dans le film de Spielberg, même si, oui, effectivement, les chorégraphies étaient différentes, je trouve que ça restait quand même dans l'esprit Robbins, entre guillemets, alors que là, à Strasbourg, c'était quand même assez différent. D'ailleurs, comme aussi c'est le cas dans le revival de Broadway, dont on vous dira un mot tout à l'heure. Oui, parce qu'on a une base, jazz, mais qui va beaucoup, beaucoup, très fortement s'hybrider avec des styles de danse plus contemporains et notamment des styles de danse vernaculaires. Donc ça va du côté du hip-hop, du côté de la street dance, avec pas mal de choses au sol. On s'éloigne vraiment du jazz, classique. J'ai pensé particulièrement à un moment, le début, hein, le fameux prologue, hein, qui est, absolument, iconique dans le film et dans les versions, fidèles à l'original. Ici, on a l'ajout d'un élément, on va dire d'un accessoire supplémentaire qui est un ballon de basket puisque bon, comme vous le savez, hein, en tout cas dans le film, ça se déroule vraiment sur un terrain de sport, hein, donc Ouais. aussi cette idée de l'enfermement et tout ça, mais bon ça c'est encore autre chose. Donc c'était plutôt bien vu, hein, cette incorporation du ballon de basket, mais on s'était fait d'ailleurs, avec Anna, on en avait parlé, au sortir du spectacle, la réflexion que c'était peut-être, pas tout à fait synchronisé avec les mouvements de le rythme pardon de la musique, notamment les fameux claps. Moi j'avoue être pas mal attachée au prologue historique, hein, c'est mon côté tradi, donc à la fois j'étais séduite par cette proposition, mais pas entièrement convaincue parce que, peut-être aussi c'est parce que c'était le tout début. On commençait en montrant vraiment qu'on s'éloignait de l'original. Oui, je suis assez d'accord. Il tapait pas le ballon en rythme. Oui. Donc je sais pas si c'était fait exprès, ce côté arythmique, ou si c'était juste un petit décalage qui peut arriver. Mais du coup, je me suis dit, je me suis dit un peu comme toi, ouais. Alors moi, j'ai un truc que je me suis dit pendant la pièce, on n'a pas spécialement parlé, c'est qu'à la fois dans la danse et aussi parfois dans les scènes jouées, notamment en groupe, qui avait un côté un peu sexy, que j'ai trouvé un peu pénible, le côté, ils font des gestes hyper grivois. Je trouve que c'est un truc un peu systématique dans les mises en scène qui se veulent edgy, provocatrices, comme s'il fallait casser un peu le côté prude d'une pièce qui date des années 50, donc qui commence à dater. Alors au début ça m'a un petit peu agacé parce que c'était surtout les filles portoricaines du coup qui portaient ce truc sexy, donc c'est toujours une dimension un peu cliché de ça. Mais bon, au fur et à mesure finalement on voit que ça s'applique aussi aux Jets, notamment sur G Officer Krupke, c'était très surprenant, les mimes très sexuels qu'il faisait, donc du coup au final je me suis dit bon si c'est tout le monde ça va. Mais j'avoue que ça me fait plaisir que tu écrives ça, parce que moi, tu sais que évidemment, ça m'a contrarié avec ma pruderie légendaire. Mais bon, tu vois, c'est des trucs que je ne remarque même plus, parce qu'après, on va encore me taxer d'être la prude de service. Mais tout à fait, je suis évidemment contre ce type de geste obscène sur scène. Je voulais juste dire un mot des costumes. On est là face à des costumes qui, là encore, tranchent, hein, avec tout ce qu'on a l'habitude de voir, sur West Side Story. On a des costumes très sombres, très contemporains et en fait, c'est, aussi très inhabituel de ne pas voir des latinos avec des costumes bariolés, colorés. Donc bon, on peut saluer, hein, le fait de ne pas reconduire, le stéréotype des latinas surtout, colorées. Qu'on a en mémoire les costumes de la version qui s'était jouée au Châtelet il y a quelques années.
la version aussi de l'adaptation de Spielberg et même j'ai vu d'ailleurs sur les photos que tu m'avais envoyées, les versions de la fabrique, Oui. Opéra Val-de-Loire. C'est vrai que ça fait un choc, hein, ces costumes, qui sont voulus, je cite: «à la fois contemporains et sans âge», selon le livret de l'Opéra national du Rhin. Donc voilà, c'est, vraiment un parti pris très prononcé d'avoir ces costumes très, très sombres. Alors, on voulait dire un mot du cast. Donc, c'était un cast très divers, avec des interprètes de nationalités très variées. On avait des Français, des Belges, des Américains, des Anglais. Alors ça pose la question des accents, parce que moi, j'avoue, au début, j'ai été très, très choquée de l'interprète, qui jouait le rôle de Riff, qui donc après on l'a compris était belge a priori, Mm. qui avait un accent francophone à couper au couteau. Alors j'étais en mode: «Mais non, mais si vous n'arrivez pas à parler anglais, il faut le faire en français». Mais en fait, j'ai compris que c'était quelque chose qui était, tout à fait, général, étendu à l'ensemble de la, distribution et qui était vraiment voulu et revendiqué par le metteur en scène. Il leur a vraiment explicitement demandé de ne pas imiter les accents portoricains ou américains ou polonais, par exemple. Mm. Du coup, en fait, ils parlent tous anglais avec des accents plus ou moins prononcés, de leur langue natale. Finalement, comme le feraient les personnages qui sont tous des immigrés, mais qui parlent, anglais. Et finalement, ça semble assez logique et j'avoue, je suis assez convaincue par cette, explication et ce parti pris, alors qu'au début, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup étonnée. Ici, on l'a peut-être pas encore dit, mais en fait, tout est en anglais et donc c'était en anglais, enfin donc les dialogues comme les chansons. Bon, on l'a déjà dit aussi, hein, West Side Story, c'est une partition qui est assez peu parlée, hein, c'est très chanté et donc là, tout est en anglais, il y a pas de changement de langue, mais en Allemagne, donc dans la production originale, les parties dialoguées étaient traduites en allemand. Apparemment, c'est très courant en Allemagne de mélanger les 2 langues, donc selon que les parties sont dialoguées ou chantées. En tout cas, c'était ce qu'écrivait le livret explicatif de l'Opéra national du Rhin. Mais j'ai quand même songé que pour les productions de Stage Entertainment, qui sont nombreuses en Allemagne, il me semble qu'au contraire, ils traduisent tout, et qu'ils refont les chansons, en allemand. Bon, bien sûr, c'est un registre totalement différent, mais Je crois que t'as raison, ouais, que c'est comme en France, quand on va voir le Roi Lion en France, ou Grise, ou tout ça, enfin, tout est traduit. Peut-être que c'est un truc de l'opéra versus le théâtre plus commercial, je sais pas. mmh, ouais, c'est un peu, curieux, mais bon, voilà. En tout cas, en France, les productions pour West Side Story de la fabrique Opéra Val-de-Loire, effectivement, il y avait cette alternance français-anglais, mais sinon, c'est quand même relativement rare d'avoir Oui. ce choix-là. On s'est dit ça à propos de Cabaret, on y reviendra, mais c'est vraiment bizarre cette histoire de changement de langue. Enfin, personnellement, soit on traduit tout, soit on traduit rien, mais Ouais, je suis assez d'accord. un mot peut-être sur, la question de l'ethnicité des personnages après les accents. Ici donc, contrairement à ce que tu avais vu à Orléans, on a des personnages d'Anita et Maria qui sont joués par des interprètes d'origine latina. Le rôle de Bernardo est tenu par un interprète, noir, mais pour le reste, on va dire de la distribution, c'est assez flou cette question Mm. de l'ethnicité. On va dire que l'appartenance aux Jets et aux Sharks n'est pas évidente, d'autant plus que les costumes sont, on l'a déjà dit, uniformément noirs, donc ne permettent même pas de distinguer, selon l'appartenance, à tel ou tel clan. Là encore, on apprend que c'est voulu, revendiqué par le metteur en scène et pour montrer finalement la vacuité, de ces clans, Barikowski fait remarquer que c'est comme dans Roméo et Juliette, finalement on distingue pas les Capulet et les Montaigu, à l'œil nu. Donc voilà, ce mélange, des clans est vraiment voulu. Personnellement, bon, je trouve que malgré tout, ça reste, du coup moins évident pour la compréhension de Oui. qui affronte qui, mais bon, je comprends aussi le parti pris du metteur en scène. J'ai personnellement trouvé que tous les interprètes étaient absolument super, avec vraiment une mention spéciale pour, Maria et Anita qui, je l'ai dit à Anna, crèvent l'écran. Enfin, je sais pas comment dire, au théâtre, mais vraiment Crève voilà, elles ont une la scène, crève le quatrième mur. crèvent la scène. Elles ont une présence, absolument incroyable, et évidemment aussi elles dansent, chantent et jouent, super bien. Alors, du coup, pour leur faire honneur, on va dire leur nom. Il s'agit de Madison Nonoa pour Maria, qui est une soprano néo-zélandaise qui est à la base plutôt versée dans l'opéra, et Amber Kennedy pour Anita. Et j'ai aussi bien aimé le personnage, enfin l'interprète qui jouait le rôle d'Annie Bodies.
Oui, Laura Bouhaguiar, moi aussi, j'ai beaucoup aimé, elle était super dynamique, elle dansait super bien. Elle avait plus une vibe garçon manqué classique, on va dire, pour ce rôle, ce qui est un choix assez différent de celui qui est fait par Spielberg, qui avait choisi une interprète trans dans son film. Donc c'est assez intéressant. Et il y a également le rôle de Tony, qui était vraiment pas mal, joué par Mike Schwitter. Oui, je trouve qu'il avait vraiment, non seulement une super voix, mais aussi qu'il était un tout petit peu moins fade que d'habitude. On avait toujours dit que les interprètes de Tony, c'est toujours un rôle que personnellement je trouve assez plat, mais je sais pas, là il m'a bien plu. Ok. Peut-être quelques, là encore, souvenirs, moments, morceaux choisis, qui nous ont particulièrement plu. Moi je retiens, la séquence Dance at the Gym avec, notamment des espèces de bulles/boules à facettes qui descendaient d'un coup. C'était vraiment très beau. J'ai été, captivée par, tout ce moment, alors que d'habitude je trouve toujours ça un petit peu boring, j'avoue, en particulier le moment de la rencontre entre Tony et Maria à l'issue de la scène de danse. Ici, bon, on avait vraiment une mise en scène assez nouvelle, où en fait, au lieu qu'ils soient seuls sur un plateau désert ou à l'écart dans un coin, comme c'est le choix qu'a fait par exemple Spielberg dans son film, ici le plateau est plein et progressivement se vide puisque les couples quittent le plateau pour ne laisser la place qu'à Maria et Tony. Donc finalement, on s'aperçoit même pas sur le coup du moment où ils se rencontrent puisqu'ils sont d'abord noyés dans la masse. Oui, c'est super beau, j'ai trouvé aussi. J'ai aussi beaucoup aimé le numéro America avec un super, numéro des filles, quelque chose de très, très bien exécuté. Je me suis demandé comment on pouvait danser avec des talons pareils et faire des trucs aussi acrobatiques, aussi impressionnants. C'était impressionnant, je suis d'accord. Et alors je veux dire un petit mot sur toujours le ballet Somewhere, qui était ici assez conceptuel, pas vraiment dansé. Donc on avait l'ensemble, enfin tout le monde en fait qui chantait la chanson tous ensemble. Et on avait la présence de 2 comédiens âgés qui figuraient le couple Tony et Maria s'ils avaient pu vieillir. Voilà, il y avait un truc un peu métaphorique qui se rapproche un peu de ce que je disais sur One Hand, One Heart dans la version d'Orléans. Ce ballet Somewhere de l'acte 2, c'est marrant, il fait vraiment partie des passages qui changent beaucoup d'une version à l'autre, selon la réinterprétation qu'en fait le metteur en scène. Même toute la partie dansée de ce ballet peut être carrément squeezée et remplacée par une version chantée, comme c'est le cas dans le film de 61 et dans celui de 2021. On a aussi été particulièrement marqués par la scène de viol, d'Anita qui était, extrêmement, graphique, enfin extrêmement explicite, sur scène. C'est un peu comme si cette scène qui n'est, on va dire, qu'allusive, hein, dans évidemment les toutes premières, productions de West Side Story et l'adaptation filmique de 61 et aujourd'hui, hein, de plus en plus, crûment et explicitement montrée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un viol. Oui, oui, c'était très violent. Et là encore, de ce moment-là jusqu'à la fin, tout le final était vraiment très très prenant. Enfin, moi, j'étais vraiment dans une intensité totale et je sentais que, peut-être je me projette, mais j'avais l'impression que tout le monde retenait son souffle dans toute cette fin de pièce. C'était vraiment très fort. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de vraiment mettre en avant le côté très très dur, quoi, de West Side Story, la violence, la mort, la violence sexuelle, enfin tout qui se précipite dans cette dernière partie de la pièce. On voulait également vous parler d'un revival sur Broadway qui a eu lieu en 2020, donc a ouvert, début 2020 à Broadway. Bah, c'est le revival dont on parlait d'ailleurs dans notre épisode Qu'on sur attendait West Side avec Story en impatience. 2019. Voilà. C'est un revival qui a été mis en scène par le Belge Ivo van Hove, un metteur en scène de théâtre très versatile qui, touche à la fois au classique et à l'avant-garde. Et qui proposait ce revival de nouvelles chorégraphies par la tout aussi belge Anne-Theresa de Kersmaker. C'est un choix vraiment radical parce que c'est quelqu'un qui vient de la danse contemporaine et non du ballet. Il me semble que Patricia d'ailleurs en avait parlé dans notre épisode. Et alors pour vous décrire un petit peu cette danse, comme on l'a pas vue, bon on a vu quelques images, on y reviendra, mais pour, vous parler de cette danse, je voulais vous donner une citation de la critique de Playbill à propos de ce spectacle. Si la danse de Robbins est très aérienne, celle de Kersmaker se déplace vers le sol et latéralement. Les bras fendent l'air, les corps tombent au sol, la colère et l'énergie pulsent de manière traçable à travers le corps. Elle mélange le style classique de Robbins avec sa propre signature de travail au sol,
et une présence de ce qu'est la danse aujourd'hui, culture mondialisée du hip-hop, danse de rue, danse house. Donc là, on voit, hein, un petit peu comme ce qu'on a vu à l'Opéra de Strasbourg, une vraie volonté d'hybrider quelques bases, classiques, tirées de chez Robbins à des styles beaucoup plus contemporains et beaucoup plus de rue. Mais je pense que dans la chorégraphie de Castmaker, c'est beaucoup plus marqué encore que ce qu'on a pu voir à Strasbourg. Alors, c'est une production qui a la particularité d'avoir été très loin dans les modifications. Ce que n'ont pas fait les versions dont on vient de parler, et les versions françaises de cette année, qui restent dans une très grande fidélité, on va dire, à une œuvre jugée monumentale, parfaite, etc. C'est pas du tout le cas de cette version de Ivo Van Hove à Broadway, qui faisait notamment d'importantes coupes dans le livret, et qui réduit la pièce à 1h45 sans entracte. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses en moins. Ouais. Et il y a notamment choix de couper I Feel Pretty, donc qui est le numéro de redémarrage de l'acte 2. Je trouve personnellement que c'est pas forcément une très bonne idée de couper un ensemble féminin, et aussi un des seuls moments où Maria apparaît maligne et rigolote, mais bon. En termes de mise en scène, là aussi, c'était très moderne, très épuré, avec un plateau quasiment vide, simplement quelques décors dans le fond, en fait. Et l'autre particularité très notable, c'est l'utilisation permanente de vidéos projetées sur un immense écran en fond de scène. Alors c'est des vidéos soit préenregistrées, soit prises en direct, puisqu'en fait il y a des cadreurs qui sont sur scène et autour de la scène pour filmer différents moments. Alors du coup, ça donne des choses très, très, différentes de d'habitude, hein. Par exemple, pour le prologue, on a toute une longue partie, donc l'orchestre a commencé à jouer, hein, où on a juste un travelling sur chacun des interprètes qui, sont immobiles, et ils ne se mettent à danser qu'au moment où vraiment les 2 bandes se rencontrent et s'affrontent. Ça change beaucoup, hein, de ce qu'on a l'habitude de voir, et en fait, cette, utilisation de la vidéo, hein, c'est pas simplement qu'il y a beaucoup de vidéos, incorporées en décor, du spectacle vivant, mais des fois, on a carrément des scènes jouées hors plateau. Alors peut-être dans des loges, hein, dans des espaces, on va dire périphériques, qui sont retransmises en direct sur l'écran avec, donc un plateau vide. On n'a aucun, acteur sur scène, et simplement une captation de ce qui se passe quelques mètres plus loin. C'est par exemple le cas pour la scène de dispute entre Maria et Anita juste avant A Boy Like That, et en fait, elles arrivent sur le plateau quand commence la chanson. Alors ça, c'est vraiment très particulier, hein. J'avoue que j'avais jamais vu ça auparavant. Ah oui, c'est très étonnant, oui. Je précise que on l'a pas vu sur scène, nous, hein, mais il est possible de voir que nos yeux à soient quoi ça tombés ressemble sur internet, sur quelque part sur un certain site qui diffuse des vidéos. Alors, il y a eu quelques, on va dire, polémiques, entre guillemets, autour de cette production. Le choix, et c'est intéressant parce qu'on vient d'en parler à propos de la version de Strasbourg, de mettre notamment des comédiens danseurs non blancs parmi les Jets, a fait pas mal parler, parce que, selon certains, ça a diminué la pertinence du propos de la pièce autour de la question du racisme, et notamment le racisme de la police, puisqu'il y a quand même une part de West Side Story qui explique que certes, la police, ils sont contre que les Jets et les Sharks se battent, mais ils sont quand même du côté des Jets dans cet affrontement-là, parce que les Jets sont blancs et que les policiers sont blancs aussi. Et donc, selon certains, on perdait un peu cette dimension en mettant des interprètes racisés parmi les Jets. Il y a eu également une polémique sur la représentation du viol d'Anita, on y revient, qui était très graphique, mais là aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la crudité de plus en plus importante de cette séquence du viol dans les différentes versions. Quand on voit à quel point c'est soft dans le film de 61, c'est vrai que ça peut faire un choc. Là encore, on a un jeu sur la vidéo à ce moment-là, parce qu'en fait, la scène est à la fois jouée sur le plateau, en fait, dans l'épicerie, hein, qui se trouve à être un espace donc figuré sur le plateau, et en même temps filmée et retransmise sur grand écran. Donc on a vraiment, un jeu, en tout cas sur la captation vidéo, sur tout ce qui est hors champ, point de vue, qui va peut-être encore plus redoubler le chaos et la violence de cette scène. Oui, peut-être que le fait de la filmer, du coup, on le voit de très près, effectivement, sur ces immenses écrans en fond de scène. On est vraiment collé au personnage, et notamment à Anita. Peut-être qu'effectivement, ça fait quelque chose d'encore plus violent que d'habitude sur scène, quoi. À noter qu'il y a eu quelques polémiques supplémentaires, on va dire, qui concernent plutôt ce qui n'est pas sur scène, hein.
c'est le fait qu'a été casté dans le rôle de Bernardo un mec qui avait été accusé de harcèlement sexuel. Et en plus, l'année suivante, en 2021, l'un des producteurs, Scott Rudin, a été l'objet d'un scandale quand son comportement violent envers ses collaborateurs a été révélé. Donc voilà, il y a tout un truc autour de cette production. Et en fait, au final, ce qui devait, et qui est sûrement un revival hyper novateur, a un peu fait pchit, et ça n'a pas rouvert après la première vague de Covid, en fait, donc ça s'est joué quelques semaines seulement. Bon, nous, on peut pas en dire beaucoup plus parce qu'on l'a pas vu, mais clairement, on voit qu'il y avait une intention de chambouler West Side Story qui était très présente, même si cette intention, en soi, n'est pas forcément un gage de réussite, évidemment. Et la dernière chose que tout ça m'inspire, c'est que si on commence à avoir l'idée qu'on peut adapter, voire remplacer par des choses très différentes les chorégraphies de Robbins, il y a quelque chose qui reste quand même assez intouchable, c'est la musique de Bernstein. Bon, il faut dire que c'est la plus belle partition de l'histoire de la comédie musicale, donc je comprends qu'on ne veuille pas y toucher. Mais quand même, à ma connaissance, aucun revival de West Side Story n'a proposé, par exemple, une vraie réorchestration de la musique de Bernstein, à la manière, par exemple, du récent revival d'Oklahoma en 2019, qui avait beaucoup fait parler, qui était novateur par plein des aspects, par une mise en scène aussi très épurée, par le fait que c'était in the round, donc le public était tout autour de la scène, mais aussi par le fait que la musique de Rodgers and Hammerstein était totalement adaptée en une musique country avec même quelques accents rock. Donc voilà, une proposition très forte de renouveler la dimension musicale de la pièce, qui pour l'instant, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais été faite sur West Side Story. Alors, voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur ces 3, enfin les 2 qu'on a vus et la troisième récente adaptation de West Side Story, qui, montre, encore combien cette œuvre aujourd'hui reste pertinente, et comment on peut, plus ou moins amplement la revisiter. Alors on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous le 26 juin pour un cinéma club très estival, avec la projection de In the Height de John M. Chu. Il a bien un M? C'est ça? Oh, tout à fait. Adapté bien sûr, de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Voilà, au 26 juin si vous êtes de passage à Paris, et autrement on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt! Salut tout le monde!